Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Oyez, faiseur de deux capis. Let's go! Pour ceux qui n'aiment pas l'arithmétique, soyez rassurés, l'arithmétique, c'est que de l'amour. Ça commence par un bisou et ça finit par un gosse. Pour l'exercice 54, on nous dit « Montrez que 17 et 40 sont premiers entre eux, puis déterminer un couple d'entiers relatifs xy tel que 17x moins 40y est égal à 1. » Pour montrer que 17 et 40 sont premiers entre eux, on va montrer que leur PGCD vaut 1. Et pour calculer leur PGCD, on va utiliser l'algorithme d'Euclide qui consiste à faire des divisions euclidiennes successives en partant de 17 et de 40. On divise bien évidemment le plus grand d'entre eux, 40, par le plus petit d'entre eux, 17. Ce qui nous donne alors que 40 est égal à 17 fois 2, 34, plus 6. 6 est alors le reste de cette division euclidienne. Comme il est non nul, on va continuer les divisions euclidiennes en prenant le diviseur 17 et en le divisant par 6. 17 est égal à 6 fois 2, 12, plus 5. On obtient un nouveau reste de 5 qui est non nul. On va donc continuer les divisions euclidiennes en reprenant le diviseur 6 et en le divisant par le reste 5. 6 est égal à 5 fois 1 plus 1. Le nouveau reste est 1, il est non nul. On continue la division euclidienne en reprenant le diviseur 5 et en le divisant par le nouveau reste 1. 5 est égal à 5 fois 1 plus 0. On a obtenu un reste qui est nul. On arrête nos suites de division euclidienne successives et le PGCD est le dernier reste non nul, à savoir 1. On peut donc écrire que le PGCD de 17 et de 40 vaut 1. Comme ce PGCD vaut 1, cela prouve que les nombres 17 et 40 sont donc premiers entre eux. Pour déterminer les couples d'entiers relatifs vérifiant cette égalité, nous allons faire ce qu'on appelle une remontée euclidienne, c'est-à-dire parcourir l'algorithme d'Euclide, mais dans le sens du bas vers le haut pour remonter le PGCD 1 à la première ligne où nous avons notre 17 et notre 40. Donc, pour cela, on va suivre le chemin entre les restes et diviseurs. On commence par ce 5 fois 1 que nous allons alors isoler en nommant nos lignes L1, L2, L3. Donc, ici dans la ligne L3, on peut isoler ce 5 fois 1 en faisant passer ce plus 1 de l'autre côté. Ce qui nous donne alors 6 moins 1 égale à 5 fois 1. Et ensuite, on va faire apparaître ce 5 fois 1 à la ligne précédente, soit en disant que 5 est égal à 5 fois 1, ou soit en multipliant chacun de nos termes fois 1. On a donc 17 fois 1 est égal à 6 fois 2 fois 1. Comme on veut conserver le 6, c'est uniquement le 2 que nous multiplions par 1. 2 fois 1, 2. Et ensuite, ici, on a le 5 fois 1. Une fois le 5 fois 1 apparu à la ligne précédente, on va alors remplacer ce 5 fois 1 par 6 moins 1. Et ensuite, comme on veut conserver les 6, on va donc regrouper le 6 fois 2 plus le 6. Ici, c'est du 6 fois 1. Donc, le 6, on l'a 2 fois, le 6, on l'a 1 fois. Finalement, le 6, on l'a 3 fois. Ça fait donc 6 fois 3. Et ensuite, ce 6 fois 3, nous allons l'isoler, puis le faire apparaître à la première ligne pour le remplacer. Donc, bien faire attention à ne surtout pas faire disparaître le PGCD qui est 1 ici. Donc, notre PGCD, 1, avec le moins, on le refait maintenant passer de l'autre côté. Ce qui nous donne alors plus 1. On a donc 17 fois 1 plus 1 est égal à 6 fois 3. Et ensuite, notre 6 fois 3, on le fait apparaître à la première ligne en multipliant cette fois-ci chacun des termes par 3. Le 40 multiplié par 3, le 17 fois 2 multiplié par 3, comme on veut conserver le 17, c'est uniquement le 2 que nous multiplions par 3, et 2 fois 3 nous donne 6. Et ensuite, on a notre 6 fois 3. Une fois le 6 fois 3 apparu, on n'a plus qu'à le remplacer par 17 fois 1 plus 1. On a ainsi ramené notre PGCD 1 à la toute première ligne avec les nombres 17 et 40. On n'a plus qu'à regrouper les termes en 17 sans faire disparaître le 17, ainsi que les termes en 40 s'il y en avait plusieurs et s'il n'y en a qu'un seul. Donc, le 17 apparaît 6 fois et le 17 apparaît une fois. Donc, on a un total de 7 fois 17. On a ainsi un terme où on a le 40, un terme où on a le 17, ainsi que notre PGCD1 regroupé dans une même égalité. On n'a plus qu'à arranger cette égalité pour la mettre sous cette forme. On fait alors passer le 17 fois 7 de l'autre côté, ce qui va nous faire moins 17 fois 7, et ensuite on donne le moins à 7 pour obtenir moins 7. Et ensuite notre plus 40 fois 3, on peut mettre un moins et un autre moins au 3.
Pourquoi ce moins? Parce que ici, nous avons un moins 40. Donc, on fait apparaître tout simplement ce moins 40. Et ensuite, on compare avec notre équation. On a donc 17x moins 40y égale à 1. Ce qui nous permet alors de lire que les valeurs de x et de y sont x égale à moins 7 et y égale à moins 3. Pour l'exercice 55, on nous dit montrer que 23 et 26 sont promis entre eux, puis déterminer un couple d'entiers relatifs xy tel que 23x moins 26y est égal à 1. Pour montrer que 23 et 26 sont promis entre eux, on va calculer leur PGCD et montrer qu'il vaut 1 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Donc on prend le plus grand des deux, le 26, et on le divise par le plus petit des deux, à savoir le 23. 26 est égal à 23 fois 1 qui donne 23 plus 3. On obtient un reste 3 qui est non nul. Donc on refait une nouvelle division euclidienne du diviseur 23 par ce reste 3. 23 est égal à 3 fois 7, 21 plus 2 qui donne 23. Le reste 2 est non nul. Donc on va refaire une nouvelle division euclidienne du diviseur 3 par le reste 2. 3 est égal à 2 fois 1 plus 1. Le reste 1 est non nul, donc on refait une nouvelle division euclidienne du diviseur 2 par le reste 1. 2 est égal à 1 fois 2 plus 0, le reste est nul, on arrête notre série de division euclidienne et le PGCD est le dernier reste non nul. Il ne nous reste plus qu'à dire que le PGCD de 23 et 26 est égal à 1, ce qui prouve alors que les nombres 23 et 26 sont promis entre eux. Ensuite, nous allons essayer de déterminer les couples d'entiers relatifs xy, vérifiant cette égalité en faisant une remontée euclidienne, c'est-à-dire en parcourant l'algorithme d'Euclide du bas vers le haut. Bien évidemment, vous pouvez trouver x et y en tâtonnant, c'est-à-dire en cherchant des valeurs x et y, en testant à chaque fois pour voir si oui ou non vous obtenez 1. Mais le but ici, c'est de trouver une méthode qui va nous permettre, à l'aide de l'algorithme d'Euclide, de pouvoir trouver systématiquement les nombres x et y tels que cette égalité soit vérifiée, c'est-à-dire que la combinaison linéaire entre le 23 et le 26 donne le PGCD 1. Donc pour cela, on part de la ligne du PGCD 1 et donc on va suivre notre chemin de reste et diviseur. On sait qu'il ne faut surtout pas faire disparaître le PGCD 1 et notre but est de le remonter à la première ligne pour qu'il se retrouve avec 23 et 26. Et donc pour cela, à l'aide de nos lignes que nous avons nommées L1, L2, L3, on commence par la ligne L3, on va isoler notre 2 fois 1. Le plus 1 passe de l'autre côté pour nous donner alors 3 moins 1 égale à 2 fois 1. Et ensuite, dans la ligne précédente, ce même 2, qui était reste et est devenu quotient, ou plutôt diviseur, on va lui faire alors apparaître le quotient 1, en multipliant tous les termes de la ligne par 1. On peut aussi bien évidemment juste dire que comme c'est 1, autant directement faire 2 fois 1. Donc, si on fait la multiplication de tous ces termes par 1, ça nous fait alors 23 fois 1, 3 fois 7 fois 1, le 3 veut être conservé, parce que c'est le diviseur, donc c'est le 7 que l'on peut changer, 7 fois 1 qui donne 7. Et ensuite, on a notre 2 fois 1. Une fois qu'on a ce 2 fois 1, on a dit que le 2 fois 1 n'est rien d'autre que 3 moins 1. On remplace alors notre 2 fois 1 par 3 moins 1. Et ensuite, le 3 que l'on veut conserver apparaît plusieurs fois, donc on va le regrouper. Ici, on a le 3 qui apparaît 7 fois, et là, le 3 qui apparaît une fois. Donc, au total, le 3, il apparaît 7 fois plus une fois, c'est-à-dire 8 fois. Et ensuite, on n'a plus qu'à isoler ce 3 fois 8 en faisant passer notre moins 1 de l'autre côté, qui nous donne alors plus 1. Une fois qu'on est là, on voit par quel nombre on doit multiplier le 3, à savoir par 8. Donc, ce 3, nous allons le multiplier par 8, et pour cela, nous allons multiplier toute cette ligne par 8. On obtient alors 26 fois 8, et ensuite le 23 fois 1, on le multiplie par 8. Le 23, on veut le conserver, donc c'est le 1 que nous multiplions par 8. 1 fois 8 nous donne 8. Et ensuite, pour le 3, on a donc notre 3 fois 8 qui apparaît. On peut alors remplacer notre 3 fois 8 par notre 23 fois 1 plus 1. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à regrouper nos 23. Le 23, nous l'avons 8 fois. Le 23, nous l'avons une fois. Au total, le 23, nous l'avons 8 plus une fois, soit 9 fois. On se retrouve donc avec notre égalité qui possède notre PGCD1 ainsi que nos nombres 23 et 26. On n'a plus qu'à arranger cette égalité pour la mettre sous cette forme. On fait alors passer le 23 fois 9 de l'autre côté, qui nous donne alors moins 23 fois 9, et on attribue le moins au 9 pour avoir moins 9, car on veut garder le 23, comme dans cette égalité. Et ensuite, on doit faire apparaître moins 26. Donc ici, le 26 fois 8, on fait apparaître le moins 26 en donnant un moins au 8.
moins et moins nous fait alors plus. Et ensuite, on n'a plus qu'à comparer avec cette égalité, ce qui nous permet alors de lire les valeurs de x et de y. On obtient alors que x vaut moins 9 et que y vaut moins 8. Pour l'exercice 56, on nous dit « Montrer que 221 et 331 sont premiers entre eux, puis déterminer un couple d'entiers relatifs xy tel que 221x moins 331y est égal à 1. » Pour prouver que ces deux nombres sont premiers entre eux, on va prouver que leur PGCD vaut 1 en utilisant l'algorithme d'Euclide. On fait le plus grand des deux, 331, divisé par le plus petit des deux, 221, ce qui nous donne alors 221 fois 1 plus 117 égale à 331. 110 étant le reste qui est non nul, il faut alors continuer les divisions euclidiennes. On divise alors notre diviseur par ce nouveau reste. On a donc 221 est égal à 110 fois 2 plus 1. Le reste est encore non nul, on continue les divisions euclidiennes. Nos diviseurs 110, on le divise alors par le reste 1, ce qui nous fait alors 110 est égal à 1 fois 110 plus 0. Le reste est nul, donc on arrête nos divisions euclidiennes, et le PGCD est le dernier reste non nul, à savoir 1. On n'a plus qu'à l'écrire. Bien évidemment, cette ligne, vous pouvez l'omettre si vous savez déjà que le prochain reste, ce sera 0. Vous vous arrêtez à ce niveau et vous mettez directement que le PGCD est égal à 1, ce qui prouve alors que les deux nombres sont premiers entre eux. Ensuite, pour trouver un couple d'entiers relatifs xy, on fait alors notre remontée euclidienne pour amener le PGCD1 à la première ligne. On nomme les lignes L1 et L2 et à l'aide de la ligne L2 contenant le PGCD, on va suivre le chemin des restes et diviseurs. Donc, le 110 fois 2, nous l'isolons car nous voulons ensuite faire apparaître ce 110 fois 2 en multipliant alors toutes ces lignes par 2, puis remplacer ce 110 fois 2 et ainsi remonter le PGCD à la ligne précédente. On commence alors par faire passer ce plus 1 de l'autre côté, ce qui nous donne alors moins 1. On a donc notre 110 fois 2 qui est égal à 221 moins 1. Une fois le PGCD mis à l'abri, parce qu'il ne faut surtout pas faire disparaître le PGCD, on n'a plus qu'à faire apparaître le 110 fois 2 en multipliant la première ligne par 2. On a donc ce 331 fois 2 et ensuite ce 221 fois 1 fois 2. On ne doit surtout pas faire disparaître le 221 car il fait partie de nos nombres. C'est donc le 1 que nous multiplions par 2. Et 1 fois 2 donne 2. Et ensuite on a le 110 fois 2. Une fois qu'on a le 110 fois 2, on peut maintenant le remplacer pour faire apparaître notre PGCD à la ligne précédente. On remplace le 110 fois 2 par le 221 moins 1. Le PGCD apparaît à la ligne précédente. Et dans cette ligne précédente, nous avons nos deux nombres. On n'a plus qu'à regrouper les termes qui possèdent 221 sans faire partir le 221. Ici, le 221, il apparaît 2 fois. Ici, il apparaît 1 fois. Il apparaît donc au total 3 fois. On a 3 fois le 221. On a trouvé notre égalité liant le PGCD1 et nos deux nombres 221 et 331. On n'a plus qu'à transformer cette égalité pour l'écrire sous cette forme et ensuite lire les valeurs possibles de x et de y. Pour faire apparaître le PGCD1, ce moins 1, on peut alors le passer de l'autre côté de l'égalité, ce qui nous donne alors plus 1. Et ensuite, le 331 fois 2, on le passe de l'autre côté, ce qui nous donne alors moins 331 fois 2. Après, soit vous le laissez sous cette forme, ou soit vous vous embêtez à utiliser la symétrie de la relation d'égalité pour dire que si 1 vaut cette quantité vaut aussi 1. Ensuite, vous n'avez plus qu'à comparer avec notre égalité de l'énoncé. On n'a pas de modification spéciale à faire, étant donné qu'on a déjà le 221, le moins 331, on n'a plus qu'à lire les valeurs de x et de y. On lit que le x est égal à 1 et que le y est égal à 2. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'on aurait pu tâtonner en testant des valeurs de x et de y pour voir lesquelles marchent et trouver ainsi un couple d'entiers relatifs xy solution de cette équation. Mais sauf que nous, en faisant la remontée euclidienne, on a la garantie d'une méthode qui va marcher tout le temps pour nous donner un couple xy. Pour l'exercice 57, on nous dit, première question petit 1, déterminer le PGCD de 58 et 24 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Donc, on effectue nos divisions euclidiennes successives, du plus grand des deux par le plus petit des deux. 58 est égal à 24 fois 2 plus 10. Le reste 10 est non nul. On continue alors les divisions euclidiennes.
en prenant le diviseur 24 et en le divisant par le reste 10. 24 est égal à 10 fois 2 plus 4. Le reste est encore non nul. On continue les divisions euclidiennes en divisant notre diviseur 10 par notre reste 4. 10 est égal à 4 fois 2 plus 2. Le reste est non nul. On continue nos divisions euclidiennes en divisant le diviseur 4 par notre reste de 2. 4 est égal à 2 fois 2 plus 0. Le reste est nul. On arrête nos divisions euclidiennes. Le PGCD est le dernier reste non nul. Et comme ce dernier reste non nul est 2, on peut donc dire que le PGCD de 58 et 24 est égal à 2. Deuxième question petit 2, on nous dit, en déduire un couple d'entiers relatifs XY tel que 58x moins 24y est égal à 2. On va alors faire notre remontée euclidienne. On va remonter le PGCD2 à la première ligne pour pouvoir trouver une combinaison linéaire entre 58 et 24 qui donne le PGCD2. Donc pour cela, on va suivre le chemin des restés diviseurs. Donc ici on a du 4 fois 2. On va donc faire apparaître ce fois 2 puis remplacer notre 4 fois 2 par ce que nous aurons trouvé en exprimant 4 fois 2 en fonction du reste. Donc pour cela, on part de notre ligne L3. On fait passer le plus 2 de l'autre côté, donc notre PGCD de l'autre côté, pour le mettre à l'abri. Et ensuite, on a 4 fois 2 égale à 10 moins le PGCD2. On n'a plus qu'à faire apparaître notre 4 fois 2 à la ligne précédente. On multiplie alors notre ligne L2 par 2, ce qui donne alors 24 fois 2, 10 fois 2 fois 2, le 10 étant un reste ou un diviseur que l'on veut conserver. C'est donc le 2 que nous multiplions par 2. Et 2 fois 2 donne 4. Et ensuite, on a le 4 fois 2. Une fois le 4 fois 2 apparu, on n'a plus qu'à le remplacer par notre 10 moins 2. Et ensuite, on se retrouve avec plusieurs 10. On sait qu'on ne veut pas faire disparaître le 10. On va donc alors compter le nombre de 10 que nous avons. Le 10, nous l'avons ici 4 fois, nous l'avons ici une fois. On l'a au total 5 fois. Et on a notre PGCD juste à côté. Une fois qu'on a notre 10 fois 5, on va faire apparaître ce 10 fois 5 maintenant à la ligne précédente pour pouvoir remonter le PGCD à la ligne précédente. Et donc pour cela, on isole le 10 fois 5 en faisant passer le moins 2 de l'autre côté qui devient alors plus 2. Une fois le 10 fois 5 isolé, on n'a plus qu'à le faire apparaître à la ligne précédente en multipliant alors notre première ligne par 5. Ce qui nous donne alors 58 fois 5, 24 fois 2 fois 5. On décide de multiplier le 2 par 5 pour obtenir 2 fois 5 qui donne 10 parce que nous voulons conserver le 24. Et ensuite, on a le 10 fois 5 qui apparaît. Et ensuite, notre 10 fois 5, nous le remplaçons alors par son expression 24 fois 2 plus 2. Et ensuite, les 24, nous les regroupons. Le 24, nous l'avons 10 fois. Et 2 fois, nous l'avons au total 12 fois. On se retrouve donc avec le PGCD, maintenant la première ligne, où l'on trouve nos deux nombres, 58 et 24. On n'a plus qu'à transformer cette égalité pour la mettre sous cette forme et lire les valeurs de x et de y. Pour cela, on a juste qu'à faire passer le 24 fois 12 de l'autre côté. Ce qui nous donne alors le 58 fois 5 moins 24 fois 12 égale à 2. Et ensuite, on ramène notre égalité, étant donné qu'on a déjà la bonne forme, on a bien 58, on a bien moins 24, donc plus de manipulation particulière à faire. Il nous reste juste qu'à lire les valeurs de x et de y. On peut lire que le x est égal à 5 et que le y est égal à 12. Pour l'exercice 58, on nous dit la proposition suivante est-elle vraie ou fausse? Justifier. S'il existe deux entiers relatifs u et v tels que AU plus BV égale à 5, alors le PGCD de A et de B est égal à 5. Alors, ici, il s'agit de dire que la réciproque de l'identité de Bezout est fausse. Que dit l'identité de Bezout? Elle nous dit que si on nomme D le PGCD de deux nombres A et B, alors il va exister un couple d'entiers relatifs U et V tel que AU plus BV est égal au PGCD de A et de B, à savoir A grand D. Mais ce qu'on dit, c'est que la réciproque, elle est fausse en général. C'est-à-dire que si on a un couple d'entiers relatifs U et V tel que AU plus BV est égal à un nombre D, cela ne veut pas forcément dire que ce nombre D est le PGCD de A et de B. Et donc, c'est exactement la même chose que nous avons ici. On nous dit que nous avons un couple d'entiers relatifs U et V tel que AU plus BV est égal à 5. Et on sait que comme la réciproque de l'identité de Bezout est fausse en général, il faut expliquer que 5 n'est pas forcément le PGCD
de A et de B. Pour cela, on va tout simplement raisonner par contre-exemple. On va trouver un contre-exemple où on a bien cette égalité de vrai pour deux nombres A et B qu'il faut trouver, mais pourtant les deux nombres A et B n'ont pas pour PGCD 5. Donc la proposition est fausse et on propose comme contre-exemple de dire que 2 fois 1 plus 3 fois 1 donne 5. On prend A égale à 2, U égale à 1, B égale à 3 et V égale à 1. On a donc cette égalité de vérifier pour A égale à 2 et B égale à 3. Mais pourtant, le PGCD de 2 et 3, qui sont nos A et B, vaut 1, qui est différent de 5. En effet, 2 et 3 sont premiers entre eux, car leur seul et unique diviseur commun positif n'est rien d'autre que 1, et donc par conséquent, leur plus grand commun diviseur en tant qu'unique diviseur. Ce qui nous prouve que l'identité de Bézout a une réciproque qui est fausse. Pour l'exercice 59, on nous dit démontrer que pour tout entier relatif K, 7K plus 3 et 2K plus 1 sont premiers entre eux. On va donc devoir montrer que leur PGCD vaut 1 et pour cela, nous allons utiliser le théorème de Bézout qui nous dit que A et B sont premiers entre eux si on peut trouver un couple d'entiers relatifs tel que AU plus BV est égal à 1. Et donc, par conséquent, on pourra conclure que le PGCD de A et de B est égal à 1. Donc, ici, il faut faire très attention à ne pas confondre avec l'identité de Bézout. Pour l'identité de Bézout, on avait dit, si le PGCD vaut D, alors on peut conclure qu'on a une combinaison linéaire de A et de B qui donne D, à savoir le PGCD. Mais la réciproque est en général fausse. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une combinaison linéaire entre A et B qui donne un nombre D que D est forcément le PGCD. Alors que le théorème de Bézout nous dit, si on a une combinaison linéaire entre A et B qui donne 1, alors pour 1, on pourra conclure que 1 est le PGCD de A et de B. Et bien évidemment, par conséquent que A et B sont premiers entre eux. Donc, à défaut de pouvoir faire l'algorithme d'Euclide ici à cause du cas qui apparaît dans nos deux nombres, on peut nous-mêmes essayer de tâtonner pour trouver deux coefficients U et V de telle sorte que la combinaison linéaire entre nos deux nombres donne alors 1. L'astuce consiste à essayer de faire disparaître le K. Nous avons 7K et nous avons 2K. On procède comme une réduction au même dénominateur. Il nous faut la même quantité de K pour que la soustraction nous fait ensuite partir les K. Donc, ici le 7K, nous devons le multiplier par 2, qui donnera 14K. Et ici le 2K, nous devons le multiplier par 7, qui nous donnera ensuite 14K. Puis on fera 14K moins 14K pour faire disparaître le K. Donc on a 2 fois le premier moins 7 fois le deuxième. On enlève les parenthèses, ce qui nous fait 14K plus 6 et moins 14K moins 7. On voit bien que notre 14K vont s'en aller, 14K moins 14K. Il nous reste alors plus 6 moins 7 qui fait moins 1. On n'a pas obtenu exactement 1, mais c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite modification pour obtenir 1. Il faut tout simplement multiplier ce moins 1 par moins 1, qui donnera alors 1. Et donc, si on multiplie ce moins 1 par moins 1 pour obtenir 1, on multiplie alors chacun de nos termes par moins 1. Et comme nos deux nombres de départ ne doivent pas changer, ce sont les coefficients 2 et moins 7 que nous multiplions par moins 1. 2 fois moins 1 donne moins 2 et moins 7 fois moins 1 donne plus 7. On trouve ainsi une combinaison linéaire de nos deux nombres qui donne 1. On a bien la forme AU plus BV égale à 1 apparaissant dans le théorème de Bézout, où A et B sont nos deux nombres de départ, le U est le moins 2 et le V est le 7. On n'a plus qu'à conclure que le PGCD de nos deux nombres vaut 1, et ce, grâce au théorème de Bézout, ce qui prouve alors que nos deux nombres sont premiers entre eux. Car il faut bien garder en tête que si le PGCD de deux nombres vaut 1, c'est que les deux nombres sont premiers entre eux. Pour l'exercice 60, on nous dit démontrer que pour tout entier naturel n, 7n plus 4 et 5n plus 3 sont premiers entre eux. Donc, on va encore réutiliser le théorème de Bézout pour trouver le PGCD de 7n plus 4 et 5n plus 3 et montrer qu'il vaut 1, ce qui prouve que les deux nombres sont premiers entre eux. Et pour cela, il faut juste trouver une combinaison linéaire entre ces deux nombres qui est égale à 1. Pour trouver cette combinaison linéaire,
il nous faut juste faire partir le n. Et donc, pour faire partir le n, il nous faut obtenir une différence dans laquelle on obtient la même quantité de n venant du premier et la même quantité de n venant du deuxième, de telle sorte que cette différence fasse partir le n. On peut penser à comme une réduction même dénominateur, c'est-à-dire que comme on a 7n, il faut multiplier par le nombre ici 5. 7 fois 5, 35n, on obtient. Et de ce côté, le 5n, avec ce 7, on multiplie pour dire que 7 fois 5n nous donne 35n. Et ensuite, 35n moins 35n nous donnera 0n. Et une fois qu'on n'aura plus de n, on espère avoir fait le bon choix qui nous donnera plus ou moins 1. Et ensuite, on ajustera. Donc ici, on fait 5 fois le premier moins 7 fois le deuxième. On enlève les parenthèses, ça nous donne alors 35n plus 20 et moins 35n moins 21. On a donc 35n moins 35n, on n'a plus de n, et le plus 20 moins 21 nous donne alors moins 1. Donc, bien évidemment, vous pouvez choisir les valeurs opposées, à savoir moins 5 plus 7, pour directement obtenir 1. Mais si vous n'avez pas eu le bon réflexe de le faire dès le départ, ce n'est pas grave. Une fois le moins 1 ainsi obtenu, on n'a plus qu'à multiplier ce moins 1 par moins 1 pour obtenir 1. Et donc, bien évidemment, chacun des termes est alors multiplié par moins 1. On obtient alors ce 5 qui est multiplié par moins 1 et ce moins 7 qui est multiplié par moins 1. On obtient alors cette combinaison linéaire qui donne 1. On a donc la forme qui apparaît dans le théorème de Bézout, AU plus BV égale à 1, où A et B sont nos deux nombres, et le U est le moins 5, le B est le 7. Le B est le 5n plus 3 et le V est le 7. Une fois qu'on a obtenu une combinaison linéaire de nos deux nombres qui donne 1, on utilise ensuite le théorème de Bézout pour pouvoir dire que nos deux nombres sont premiers entre eux. Il ne nous reste plus qu'à dire que le PGCD de nos deux nombres est égal à 1, ou vous pouvez aussi directement dire que nos deux nombres sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout. Car c'est la même chose que de dire que le PGCD de deux nombres vaut 1, ou que de dire que les deux nombres sont premiers entre eux. Pour l'exercice 61, on nous dit « Démontrer que pour tout entier relatif n, les entiers 14n plus 3 et 5n plus 1 sont premiers entre eux, en déduire le PGCD de 87 et 31. » Étant donné qu'on a n qui apparaît dans nos deux termes, le plus simple pour nous est de tenter d'utiliser le théorème de Bézout en essayant de trouver une combinaison linéaire entre deux nombres qui est égale à 1 pour pouvoir conclure qu'ils sont premiers entre eux. Le choix des nombres par lesquels on doit les multiplier vient du fait que nous voulons faire disparaître le n. Pour cela, on va faire une soustraction où nous faisons apparaître la même quantité de n. Et pour avoir la même quantité de n, c'est comme une réduction au même dénominateur. Le 14 doit être multiplié par 5 et le 5 doit être multiplié par 14. Et ensuite, on fera la différence des deux, en espérant ensuite obtenir plus ou moins 1. Si c'est 1, c'est parfait pour nous. Si c'est moins 1, on ajustera en multipliant par moins 1. Donc, on a dit le premier est multiplié par 5 et le deuxième est multiplié par 14. Et on fait la différence des deux. On enlève les parenthèses. 5 fois 14n nous donne 70n et 5 fois 3, 15. De même, le moins 14 fois 5n nous donne alors moins 70n et moins 14 fois plus 1 donne moins 14. 70n moins 70n, on n'a plus de n et plus 15 moins 14 nous donne directement 1. C'est parfait. On a une combinaison linéaire de nos deux nombres qui donne 1. On n'a plus qu'à conclure que nos deux nombres sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout. Et comme on nous dit, en déduire le PGCD de 87 et de 31, cela veut donc dire que nos deux nombres peuvent probablement s'écrire sous la forme 14n plus 3 et 5n plus 1. Il faut juste trouver la bonne valeur de n. Pour trouver la bonne valeur de n, on peut soit chercher n, par exemple, tel que le 5n plus 1 est égal à 87 ou à 31. On résout l'équation et on trouve la valeur de n. Ou sinon, on peut aussi faire des calculs assez simples. Quand on voit le 31 et le 5n plus 1, il semble assez évident de nous dire qu'en remplaçant n par 6, on a 5 fois 6 plus 1 qui donne bien 31. Donc il suffit juste de donner à n la valeur 6. Et ensuite on vérifie que 14 fois 6 plus 3 donne bien 87. Si on décide de résoudre 5n plus 1 égale à 31, on fait passer le plus 1 de l'autre côté, on divise par 5, on obtient bien le n égale à 6. Et ensuite on n'a plus qu'à calculer le 14n plus 3 pour n égale à 6, ça fait 14 fois 6 plus 3, qui nous fait bien 87.
Et comme on a vu que tous les nombres qui sont de cette forme sont premiers entre eux, cela prouve alors que les nombres 87 et 31 sont aussi premiers entre eux. Et on a dit que lorsque deux nombres sont premiers entre eux, leur PGCD vaut 1. On peut donc dire que 87 et 31 sont premiers entre eux car ils sont écrits de cette forme et donc par conséquent, leur PGCD vaut 1. Pour l'exercice 62, on nous dit prouver que la fraction n sur 2n plus 1 est irréductible pour tout entier naturel n. Donc, on sait qu'une fraction est irréductible si le seul diviseur commun positif qu'il y a entre le numérateur et le dénominateur est 1. Et donc, par conséquent, ce sera le PGCD du numérateur et du dénominateur. Si le PGCD vaut 1, ça veut donc dire que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Il faut donc montrer que les nombres n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Et pour cela, nous allons utiliser le théorème de Bézout, étant donné que n apparaît dans nos deux nombres. On va donc essayer de trouver une combinaison linéaire qui fasse partir ce n et qui nous donne un 1 pour pouvoir conclure que les deux nombres, à savoir notre numérateur et notre dénominateur, sont premiers entre eux. Cette combinaison linéaire va être assez simple à trouver. Nous avons 2n, nous devons le faire partir en choisissant par quel nombre il faut multiplier le n. Il semble évident qu'il faut multiplier n par 2 pour que 2n moins 2n s'en aille et nous laisse plus 1. Donc, on a notre 2n plus 1 moins 2n. On peut même rajouter une parenthèse avec un 1 pour dire une fois le dénominateur moins 2 fois le numérateur nous donne 1. Ce qui permet alors de dire que notre numérateur et notre dénominateur sont premiers entre eux d'après le théorème de Bézout. Et comme notre numérateur et dénominateur sont premiers entre eux, cela nous permet de conclure que notre fraction est irréductible. Pour l'exercice 63, on nous dit prouver que la fraction 2n plus 1 sur n facteur de n plus 1 est irréductible pour tout entier naturel n. Donc, pour montrer que la fraction est irréductible, il faut montrer que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1. Pour cela, nous allons essayer de trouver une combinaison linéaire entre le numérateur et le dénominateur qui vaut 1. On va trouver les entiers relatifs u et v que l'on appelle les coefficients de Bézout et utiliser le théorème de Bézout pour conclure. Donc, ici, on peut déjà commencer par développer le dénominateur, ce qui nous donne n au carré plus n. Et une fois qu'on est là, on sait d'après les exercices précédents qu'il faut trouver des nombres par lesquels multiplier le numérateur et le dénominateur pour faire partir n. Mais on a aussi n carré qui est apparu, donc il faudra en même temps faire partir n et en même temps faire partir n carré. Comme il nous semble moins évident de faire partir les deux en même temps, on peut se dire, commençons d'abord par faire partir l'un des deux, soit le n carré ou soit le n. Si on tente de faire partir le n parce qu'on est habitué à faire partir le n pour faire partir le n carré ensuite, on va se retrouver rapidement avec un problème parce qu'une fois le n parti, nous on doit réutiliser le numérateur et le dénominateur pour ramener du n carré qui fera partir le n carré qui est resté. Et donc, si on doit ramener cette quantité pour tenter de faire partir n carré, dans cette quantité, il y a déjà n. Donc, la ramener ramène le n que nous venons de faire partir. Et si on tente d'utiliser cette quantité, elle n'a pas n carré. On peut alors se dire qu'on n'a qu'à la multiplier par n pour faire apparaître le n carré. Mais la multiplier par n donne 2n au carré plus n. Donc, nous ramène du n. Donc, si on fait d'abord partir le n et qu'il nous reste n carré, notre numérateur et notre dénominateur nous ramèneront ce n. Donc, on va plutôt tenter de commencer par faire partir le n carré. Comme ça, lorsqu'il nous restera n, on pourra utiliser le numérateur qui lui contient n et nous permettra de faire partir ce n sans nous ramener le n carré. Bien évidemment, on ne peut pas utiliser le dénominateur parce que si on tente de faire partir n à l'aide du dénominateur, le dénominateur nous ramène le n carré. Donc, on s'occupe de faire partir d'abord le n carré, donc il nous faut la même quantité de n carré et ensuite soustraire. Ici, nous avons 2n. On a vu que si on le multiplie par n, cela nous donnera 2n carré. Et nous n'avons qu'un seul n carré. Il faut donc multiplier cette quantité par 2. Donc, on va faire 2 fois cette quantité moins n fois cette quantité, ce qui nous donne alors ce calcul à effectuer. Ensuite, on développe, ça nous donne 2n carré plus 2n. Et là aussi, on développe, ça nous fait moins 2n carré moins n. Et ensuite, 2n carré moins 2n carré s'en vont. Il nous reste alors plus 2n moins n, ce qui donne alors n. Une fois qu'on a n tout seul comme ça, on va maintenant utiliser le numérateur pour le combiner avec ce n
pour pouvoir faire partir les n. Juste au passage, pourquoi on réutilise soit le numérateur ou le dénominateur? Parce que ici, dans notre calcul, ce que nous avons, c'est des nombres qui multiplient le numérateur et le dénominateur. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est des combinaisons linéaires entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire des nombres qui multiplient le numérateur et le dénominateur. Donc, nos calculs doivent être faits à partir de quantités de numérateur et de dénominateur. C'est pour ça que pour faire partir le n, on rajoute une quantité soit du numérateur ou du dénominateur. On ne peut pas juste rajouter n comme ça. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est des combinaisons linéaires de numérateur et de dénominateur. Donc, on prend le numérateur, on se demande quelle quantité de numérateur doit-on rajouter à notre calcul, et ensuite, comme ça, on va regrouper les quantités de dénominateurs que nous avons et les quantités de numérateurs que nous avons à la fin, et en espérant que le calcul que nous faisons va nous donner plus ou moins 1. Si on a 1, c'est parfait. Si on a moins 1, on multipliera par moins 1 pour ajuster. Donc, ici, ça va être assez simple. Pour faire partir le n, nous avons 2n, nous avons un seul n. Il faut multiplier cette quantité par 2, de telle sorte que ce 2n moins ce 2n nous laisse alors 1, et c'est exactement 1 que nous cherchons à avoir à la fin. Donc, on voit déjà qu'on a un moyen de faire apparaître 1. Donc, ce qui nous donne alors notre 2n plus 1, moins 2 fois ce n, 2n moins n, il nous reste le 1. Sauf que maintenant, il nous faut compter le nombre de fois que nous avons le numérateur et le dénominateur. Et donc, c'est pour cela qu'il faut se souvenir que ce n n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire entre notre numérateur et dénominateur. Donc, on pense d'abord à remplacer ce n par cette combinaison linéaire qui est ici. Et ensuite, comme on a dit qu'on doit multiplier le n par 2, cette combinaison linéaire, nous la multiplions alors par 2. Donc, on a bien le même calcul, 2n plus 1 moins 2n. Le 2n plus 1 reste. Le n est juste remplacé par la combinaison linéaire entre le numérateur et le dénominateur. Et le 2 est bien évidemment là, ainsi que le moins. Et maintenant, une fois qu'on est là, on va pouvoir regrouper les termes possédant le numérateur et ceux possédant le dénominateur. Donc, ce moins 2, on le distribue. Moins 2 fois 2 donne moins 4 fois le dénominateur. Et ensuite, moins 2 fois moins n nous donne plus 2n fois le numérateur. Ensuite, on n'a plus qu'à regrouper les termes possédant le numérateur ensemble. Donc, pour le dénominateur, nous avons notre moins 4n carré plus n. On peut refaire apparaître la forme factorisée du dénominateur en factorisant ici par n. Ça nous fait moins 4n facteur de n plus 1. Pour le dénominateur, ici, le 2n plus 1, nous l'avons 2n fois. Ici, nous l'avons une fois. Donc, en cumulant par factorisation, cela nous donne alors qu'on a 2n plus 1, facteur de 1 qui vient de ce terme, plus 2n qui vient alors de ce terme. On a ainsi trouvé une combinaison linéaire du numérateur et du dénominateur qui donne 1. On peut la réécrire dans l'ordre qu'on veut. On peut par exemple commencer par la partie numérateur avec son coefficient et finir par la partie dénominateur avec son coefficient. Et là, on compare avec l'écriture qu'on veut pour le théorème de Bézout. On a bien la combinaison linéaire du numérateur et du dénominateur qui donne 1, où a et b sont respectivement le numérateur et le dénominateur, et nos coefficients de Bézout, u et v, valent respectivement 1 plus 2n et moins 4. Bien évidemment, au passage, on remarque qu'il s'agit du même terme. De préférence, on ne met pas un carré. On ne dit pas que ça fait 2n plus 1 au carré, parce que l'idée, c'est de mettre en avant la combinaison linéaire, c'est-à-dire notre numérateur fois un nombre. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette combinaison linéaire, on va appliquer le théorème de Bézout. Le théorème de Bézout nous dit que comme on a une combinaison linéaire entre le numérateur et le dénominateur qui est égal à 1, cela prouve que le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux. Et donc, par conséquent, le quotient des deux, à savoir notre fraction, est donc irréductible. Pour l'exercice 64, on nous dit déterminer a et b tel que n au carré moins 3 plus an plus b facteur de n moins 2 soit égal à 1. Que peut-on déduire pour la fraction n au carré moins 3 sur n moins 2? Alors, déjà, on sait que là, on vient de faire apparaître une combinaison linéaire entre le numérateur et le dénominateur qui vaut 1. Ce qui, d'après le théorème de Bézout, nous permet de dire que le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux et nous permettra alors de conclure que cette fraction est irréductible. Et juste au passage, on voit que quand on va chercher nos coefficients de Bézout, u et v, ici, pour le premier, on voit que c'est une fois le numérateur,
Mais pour le deuxième, on a AN plus B fois le dénominateur. Et donc, on voit que dans le U et le V, on peut très bien faire apparaître un N. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que on va chercher U et V en multipliant le numérateur par U et le dénominateur par V, puis développer et avoir un polynôme en N, puis faire de l'identification de polynômes pour pouvoir trouver les coefficients de Bézout. Parce que tout simplement, dans le U et le V, on ne sait pas si oui ou non le N va apparaître. C'est pour ça que l'identification de polynômes ne marche pas bien et c'est pour cela qu'on ne l'a pas fait justement à l'exercice précédent. Mais toutefois, cette méthode reste très intéressante où on se dit, comme on a du N carré, que l'on doit bien évidemment faire disparaître, on se dit que le terme qui ne possède que N, c'est-à-dire le terme en fonction affine, doit être multiplié par une expression affine, de telle sorte que cette expression affine permette de faire partir le N carré. Et donc déjà, il nous faudrait que cette quantité fasse apparaître moins N carré. Par conséquent, il faudrait que le A vale moins 1 pour qu'on ait moins N fois N qui donne moins N carré et fasse partir le N carré. Et ensuite, on pourrait chercher derrière le B, de telle sorte que la partie constante, qui va donc venir du moins 3 et du moins 2B, puisse être égale à 1, et on résout ensuite, et donc on comprend par là que le plus B doit être moins 2, de telle sorte qu'on ait moins 2 fois moins 2 qui donne plus 4, moins le 3 qui donne 1. Donc on voit assez rapidement quel coefficient donner pour les valeurs de A et de B. Mais sinon, si on ne voit pas ça, on peut bien évidemment essayer d'écrire tous les calculs. Donc, si on ne voit pas qu'on peut rapidement trouver A et B avec une simple analyse, on peut alors utiliser une autre méthode qui consiste à tout développer pour faire apparaître un polynôme et utiliser l'identification de deux polynômes. Donc, en développant, on a le AN qui multiplie N pour donner AN au carré et le AN qui multiplie moins 2 pour donner moins 2AN, le plus B qui multiplie N pour donner plus BN et le plus B qui multiplie moins 2 pour donner moins 2B. Et ensuite, on regroupe les termes en N carré. On a pour coefficient ici A et pour coefficient ici 1. En factorisant par N carré, ça nous fait alors A plus 1 facteur de N carré. Puis on regroupe les termes en N. On a moins 2A et plus B. En factorisant par N, ça nous fait moins 2A plus B facteur de N. Puis on regroupe les constantes. On a le moins 2B ainsi que le moins 3. On a donc un polynôme en N qui est égal à 1. Et ici, on sait que dans nos coefficients, nous n'avons pas de N, car ici, on nous a bien donné une expression affine. C'est-à-dire que le N ne peut pas être dans le A. Sinon, ça ferait déjà du N carré, qui avec du N donnerait du N au cube, qui ne ferait pas partir le N carré. À la limite, on pourrait se dire que le B contiendrait du N, mais c'est sans intérêt parce que nous, ici, on sait très bien qu'on a une fonction affine, et donc le B ne peut pas contenir le N. Donc, on a bel et bien un polynôme en N, parce que dans nos coefficients ici, il n'y a pas de N. Donc, on peut bien utiliser l'identification de deux polynômes. Donc, par identification de deux polynômes, les coefficients du polynôme de gauche doivent être les mêmes que les coefficients du polynôme de droite. Et donc, en remarquant que 1 n'est rien d'autre que le polynôme 0n carré plus 0n plus 1, parce que toute cette quantité vaut 0, donc ça donne bien 1, on identifie les coefficients de n carré ainsi que ceux de n. Le coefficient de n carré 0 doit être égal au coefficient de n carré ici a plus 1, c'est-à-dire que a plus 1 doit être égal à 0. Le coefficient de n ici 0 doit être le même que le coefficient de n ici, moins 2a plus b, c'est-à-dire que moins 2a plus b doit être égal à 0. Ensuite, la constante plus 1 ici doit correspondre à la constante ici, moins 2b moins 3, c'est-à-dire que moins 2b moins 3 doit être égal à 1, ce qui nous donne alors un système de 3 équations à 2 inconnues que nous allons résoudre. La première équation est très simple à résoudre. On fait juste passer le plus 1 de l'autre côté pour obtenir que a vaut moins 1. Exactement ce qu'on avait deviné, parce qu'on avait dit qu'il fallait moins n pour multiplier n et faire apparaître moins n carré qui fasse partir le n carré. Et ensuite, une fois qu'on a la valeur de a, on la remplace dans la deuxième équation. Moins 1 fois moins 2 donne plus 2 qui passe de l'autre côté pour donner moins 2 et donc b vaut moins 2. Exactement ce qu'on avait deviné. On avait dit qu'il fallait moins 2 qui multiplie moins 2 pour donner plus 4 pour que plus 4 moins 3 donne 1. Donc on voit bel et bien que a et b pouvaient se trouver beaucoup plus rapidement que de faire tous ces calculs. Et ensuite, la troisième équation sert à vérifier qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire qu'il faut retrouver exactement la même valeur de b que précédemment à la troisième équation pour qu'on n'ait pas une contradiction, c'est-à-dire par exemple b égale à 10, b égale à moins 2.
ce qui nous dirait que B ne peut pas exister. Donc, nous ici, on fait passer le moins 3 de l'autre côté qui donne plus 3. 1 plus 3 donne 4. Puis on divise par ce moins 2. 4 divisé par moins 2 nous redonne bien le moins 2. Pas de contradiction. A et B existent bel et bien. On n'a plus qu'à remplacer dans notre écriture A et B par leur valeur. Le A est remplacé par moins 1. On a moins 1n qui s'écrit tout simplement moins n. Et le plus B est remplacé par moins 2. Ce qui nous donne alors cette combinaison linéaire de notre numérateur et de notre dénominateur qui est égal à 1. Exactement ce qu'on voulait pour pouvoir appliquer le théorème de Bézout. On a déjà expliqué que les coefficients de Bézout vont donc être respectivement 1 pour A qui vaut le numérateur, puisqu'on a le numérateur qui n'apparaît qu'une fois, donc ça fait U égale à 1. Et pour le dénominateur, il apparaît moins n moins 2 fois. Donc le V, ce sera le moins n moins 2. Pour B qui vaut notre dénominateur n moins 2. Comme on a une combinaison linéaire du numérateur et du dénominateur à coefficient entier qui donne 1, le théorème de Bézout nous permet alors de dire que notre numérateur et notre dénominateur sont promis entre eux. Et on peut donc conclure que si le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux, le quotient des deux, à savoir notre fraction, est donc irréductible. Pour l'exercice 65, on nous dit « Prouvez que la fraction n au carré plus n sur 2n plus 1 est irréductible pour tout entier naturel n. » En remarquant que le numérateur n carré plus n peut être factorisé en n facteur de n plus 1, on peut alors utiliser exactement ce qu'on a fait à l'exo 63 pour trouver une combinaison linéaire entre notre numérateur et notre dénominateur qui donne 1, puis utiliser le théorème de Bézout pour conclure que le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux, donc la fraction est irréductible. En fait, c'est exactement la même chose que l'exo 63, sauf qu'on a juste échangé le numérateur et le dénominateur. C'est pour cela que nous allons proposer une autre méthode différente de celle de l'exo 63 pour montrer que nos deux nombres sont promis entre eux. Bien évidemment, on va toujours essayer de trouver des coefficients de Bézout. Et donc là, il s'agit de trouver notre méthode, d'utiliser notre méthode pour trouver les coefficients de Bézout. Donc ici, pour trouver nos coefficients de Bézout, on analyse le numérateur et le dénominateur. Le numérateur est un polynôme de degré 2, le dénominateur est un polynôme de degré 1. Pour faire une combinaison linéaire qui va faire partir déjà le n carré, il faut au minimum multiplier le dénominateur par un polynôme de degré 1, donc qui a une forme affine à n plus b. Et ensuite, quand le n carré va apparaître, il faut une certaine quantité de n carré qui, cumulée avec l'autre n carré, fera partir les n carrés. Donc ici, on peut effectivement se dire, est-ce qu'on ne peut pas rapidement trouver A, B et C? Pour le B, c'est super simple parce que c'est la seule constante que nous avons. Il n'y a que B fois 1 qui donnera la constante 1. Donc il faut donner à B la valeur 1 pour avoir 1 fois 1 qui donne 1. Par contre, pour le A et le C, ça va moins bien marcher parce qu'en fait, comme on a du cumul de n carré et n ici, qui apparaît ici, donc il est moins évident de pouvoir directement deviner quelle valeur donner à A et à B. Par exemple, ici, on pourrait se dire, comme on a déjà du 2n, qui multiplié par n donnerait 2n carré, et donc le A, si on prend par exemple A égale à 1, ça nous fera alors 2n carré en développant, et donc il nous faudrait prendre C égale à moins 2 pour qu'on ait moins 2n carré plus 2n carré qui fait partir les n carrés. Et quand on regarde déjà ce qu'on a trouvé à l'exo 63, on voit que A égale à 1 ne marche pas parce que du coup, nous on a trouvé A égale à 2. Donc A égale à moins 1 ne fait pas l'affaire. Et pareil ici, C égale à 2 ne fait pas l'affaire parce que nous on avait trouvé C égale à moins 4. Donc c'est pour cela qu'au lieu de tâtonner et chercher des valeurs de A et de B, on va plutôt développer, puis réduire et ordonner, puis utiliser l'identification de deux polynômes pour trouver nos valeurs de coefficients et ainsi déduire les valeurs de A, de B et de C. Donc, on développe, on obtient Cn carré plus Cn, et ici double distributivité. An fois 2n donne 2an carré, An fois plus 1 donne plus An, plus B fois 2n donne plus 2bn, et plus B fois plus 1 donne plus B. Et ensuite, on regroupe les termes en n carré, les termes en n, ainsi que la constante. Donc, ici, on a n carré, en factorisant par n carré, ça nous laisse alors le 2a plus c. Et ensuite, les termes en n, on en a un premier, un deuxième et un troisième. En factorisant par n, il nous reste le a, ainsi que le plus 2b, et ainsi que le plus c. Et pour la constante, comme on l'avait déjà compris, il n'y a que plus b fois plus 1 qui donne la constante. Donc, plus b est notre seule constante. Et donc, on voit rapidement que plus b est bel et bien égal à 1. Et maintenant, une fois qu'on a développé et réduit notre polynôme,
on n'a plus qu'à procéder par identification de deux polynômes. On sait que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. C'est-à-dire que le coefficient de n carré doit être le même. Le 2a plus c doit être le même que 0. Ce qui nous donne alors que 2a plus c doit être égal à 0. Le coefficient de n doit être le même. C'est-à-dire que le a plus 2b plus c doit être égal à 0. Ce qui nous donne alors cette ligne. Et ensuite, la constante doit être la même. Ce qui nous donne alors que plus b doit être égal à plus 1. Donc bien évidemment, il faut être capable de comprendre que ce 1 de l'autre côté peut s'écrire sous la même forme avec n carré et n, mais sauf qu'on donne à n carré le coefficient 0 parce qu'il n'apparaît pas, tout comme à n le coefficient 0 parce qu'il n'apparaît pas, de telle sorte que ce calcul redonne exactement le 1. Une fois qu'on a fait apparaître nos équations, on obtient donc notre système de 3 équations à 3 inconnus. La première, résolue de manière évidente, b égale à 1, donc on ne cherche plus le b, on peut alors le remplacer dans les équations précédentes. On a donc 2 fois 1 qui nous donne 2, et ce 2, on le passe de l'autre côté qui devient alors moins 2. Il nous reste alors a plus c qui est égal à moins 2. Ensuite, il y a plusieurs techniques de résolution de ce genre de système. Par exemple, ici, on peut se dire, on a le plus c, on n'a qu'à soustraire. Pour faire partir le c, il ne nous restera que du a. Et en plus, on a 2a moins a qui nous fait un seul a. Donc, soustraire la première ligne avec la deuxième ligne nous laisse un seul a. On n'a plus qu'à calculer de l'autre côté, 0 moins 2. Attention à ne pas oublier le deuxième moins. Ça nous fait alors 2. Ce qui permet donc de dire que ce seul a est donc égal à 2. Une fois la valeur de a obtenue, on peut la remplacer dans l'une des deux équations. Par exemple, celle-ci, qui a l'air un peu plus simple, ou peut-être celle-là. 2 fois 2, ça donne 4. Et le 4 passe de l'autre côté pour dire que c vaut moins 4. Ou bien ici, ça aurait fait 2 qui passe de l'autre côté pour donner moins 2. Moins 2, moins 2 donne c égale à moins 4. On a donc ainsi trouvé les valeurs de a, de b et de c. On n'a plus qu'à revenir dans notre première ligne, remplacer a, b et c par leurs valeurs. Le a, nous le remplaçons par le moins 4. Le c, nous le remplaçons par le moins 4. Le a, nous le remplaçons par le 2. Et le b, nous le remplaçons par le 1, ce qui nous donne alors cette égalité. Et quand on compare cette égalité avec celle que l'on avait obtenue à l'exercice 63, avec une autre méthode, qui est aussi très intéressante à connaître, on voit qu'on a bel et bien retrouvé notre moins 4. Et dans la parenthèse, on a bel et bien retrouvé les mêmes valeurs. Le coefficient de n est le même, c'est 2 et 2. Et la constante juste à côté, c'est 1. On a bien le 1 plus 2n, qui n'est rien d'autre que la même chose que 2n plus 1. On a donc une combinaison linéaire de notre numérateur et notre dénominateur qui vaut 1. On n'a plus qu'à faire exactement la même chose qu'à l'exo 63 pour conclure. On n'a plus qu'à dire que notre numérateur et notre dénominateur sont promis entre eux, d'après le théorème de Bézout, car on a une combinaison linéaire entre notre numérateur et notre dénominateur qui donne 1. Donc on a cette forme. Et donc par conséquent, comme le numérateur et le dénominateur sont promis entre eux, leur quotient, c'est-à-dire notre fraction, est donc irréductible. Pour l'exercice 66, on nous dit « Démontrer le corollaire du théorème de Bézout ». Donc ici, on nous le rappelle, l'équation ax plus by plus c admet des solutions entières si et seulement si c est un multiple du PGCD de a et de b. On nous indique qu'on raisonnera par double implication. Donc ici, on a compris aussi qu'on a le corollaire du théorème de Bézout. Donc nous, on nous parle de raisonner par double implication. Donc c'est le si et seulement si qui fait cette double implication. L'information avant le si et seulement si doit impliquer que l'hypothèse après le si et seulement si est vraie. Ça, ce sera le sens direct, si on choisit, de raisonner en premier lieu dans ce sens. Et ensuite, l'hypothèse après le si et seulement si devra à son tour impliquer l'hypothèse avant le si et seulement si. Ce sera le sens réciproque. Et donc, comme on aura montré que la première hypothèse implique la deuxième et que la deuxième implique la première, on aura alors montré l'équivalence par un raisonnement par double implication. Nous allons commencer par notre sens direct, c'est-à-dire de montrer que l'équation ax plus by égale à c admet des solutions entières, va alors impliquer que c est un multiple du PGCD de a et de b. Donc, on tient cette hypothèse pour vraie. On dit donc que ax plus by égale à c admet des solutions entières est équivalent à dire qu'on a alors un couple d'entiers relatifs que l'on appelle x0 et y0, tel que cette égalité est vraie lorsqu'on remplace x et y respectivement par x0 et y0.
Et donc, comme on a une égalité de vrai, on va alors pouvoir l'utiliser en nommant par exemple grand D le PGCD de A et de B, en disant que comme le PGCD en tant que plus grand diviseur commun est en particulier un diviseur commun de A et de B, il divise donc A et il divise B, ce qui implique que le PGCD divise toute combinaison linéaire de A et de B, en particulier AX0 plus BY0. Mais cette combinaison linéaire de A et de B n'est rien d'autre que C. Donc grand D divise C, ce qui prouve que C est donc un multiple de grand D qui n'est rien d'autre que notre PGCD. On a donc montré le sens direct de cette équivalence. Maintenant, il nous faut montrer le sens réciproque de cette équivalence, à savoir que si C est un multiple du PGCD de A et de B, alors l'équation AX plus BY égale à C va admettre au moins une solution entière, ou de façon équivalente des solutions entières. Donc, on part de notre hypothèse, C est multiple de D, on a dit que grand D n'est rien d'autre que notre PGCD. Donc, C multiple de D est équivalent à dire qu'il existe un entier relatif K, tel que C est donc de la forme K fois D en tant que multiple de D. Et maintenant, nous allons utiliser l'identité de Bezout, qui nous dit que si grand D est le PGCD de A et de B, alors il existe toujours au moins une combinaison linéaire de A et de B qui donne le PGCD, et donc nous donne des coefficients de Bezout U et V. Donc c'est ça que nous disons ici. Il existe alors un couple de coefficients de Bezout U et V, qui sont des entiers relatifs, tels qu'on a AU plus BV égale à D, d'après l'identité de Bezout. Une fois qu'on a ce couple de Bezout qui nous donne la combinaison linéaire, on doit maintenant faire apparaître le C. On sait que C, c'est K fois D, il faut donc multiplier notre D par K. Multiplier D par K revient à multiplier chacun des termes de cette somme par K. On a donc AU fois K, on peut mettre le fois K uniquement sur le U, car c'est de la multiplication, et on peut commencer à multiplier ce qu'on veut. De même, le BV fois K, on peut mettre le fois K sur le V. On a donc ainsi cette égalité, et ici on a donc fait apparaître KD qui n'est rien d'autre que notre C. On remplace KD par C, et ensuite on n'a plus qu'à donner des noms à KU et à KV. On appelle KU X0, BV Y0. On a donc obtenu une combinaison linéaire de A et de B qui est égale à C. Attention bien évidemment, X0 et Y0 ne sont pas forcément des coefficients de Bezout parce que C n'est pas ici le PGCD. Il aurait fallu que le K soit égal à 1 pour que C soit égal à D et que X0 et Y0 soient des coefficients de Bezout. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse exactement. Ce qui nous intéresse, c'est de remarquer que nous avons trouvé une solution, un couple de solutions X0 et Y0 qui vérifie alors notre équation. C'est-à-dire que AX0 plus BY0 étant égal à C, où le X0 n'est rien d'autre que notre KU et le Y0 n'est rien d'autre que notre KV. On a donc ainsi montré que si C est multiple du PGCD, alors on arrive à trouver un couple de solutions de notre équation, ce qui prouve alors que la réciproque est vraie. Bien évidemment, il s'agit d'un couple d'entiers. U et V sont entiers, garantis par l'identité de Bezout. K étant entier, le produit de deux entiers est entier. Donc X0 et Y0 sont bel et bien deux entiers. On a donc montré que l'implication et la réciproque sont tous deux vrais. On peut alors conclure que l'équivalence est vraie. C'est ce qu'on appelle raisonner par double implication. Pour l'exercice 67, on nous dit l'équation 6x plus 3y égale à 1 admet-elle des solutions? Point d'interrogation. Et l'équation 7x plus 5y égale à 1 admet-elle des solutions? Point d'interrogation. Donc, déjà, quand on lit tout ça, on voit qu'on reconnaît des équations qui sont de la forme ax plus by égale à c. Et donc, on va utiliser le corollaire du théorème de Bezout. Il faut que le nombre de l'autre côté de l'égalité soit un multiple du PGCD des coefficients de x et de y pour que, d'après le corollaire du théorème de Bezout, cette équation possède une solution. Donc, juste au passage, pour ceux qui savent, ax plus by égale à c est une équation diophoncienne. Donc ici, le corollaire du Bezout nous dit tout simplement que les équations diophonciennes possèdent des solutions si et seulement si le C est un multiple du PGCD. Donc bien évidemment, ce sont des équations diophonciennes du premier degré. Attention, on ne parle pas de toutes les équations diophonciennes ici. On commence alors par la première équation.
On calcule le PGCD des coefficients de x et de y. Le PGCD de 6 et de 3 vaut 3 parce que 3 divise 6 et lorsque l'un des deux divise l'autre, le PGCD a alors la valeur absolue de celui qui divise. Valeur absolue de 3 n'est rien d'autre que 3, donc le PGCD c'est 3. Et maintenant, le nombre de l'autre côté, le 1, attention ici, c'est plutôt 3 ne divise pas 1. Donc ça veut dire que le 1 n'est tout simplement pas un multiple du PGCD étant donné qu'il n'est pas divisible par le PGCD. On peut donc dire que notre équation n'admet pas de solution entière d'après le corollaire du théorème de Bezout. Et pour la deuxième équation, on refait exactement la même chose. On prend les coefficients de x et de y et on cherche leur PGCD. Donc le PGCD de 7 et de 5 est égal à 1, car 7 et 5, en tant que nombre premier, vont donc être premiers entre eux. C'est-à-dire que leur seul et unique diviseur commun positif n'est rien d'autre que 1. Et on sait que 1 est divisé par lui-même 1, c'est-à-dire que 1 est lui-même un multiple de 1. Donc on n'a que le nombre de l'autre côté, c'est-à-dire le C, est cette fois-ci un multiple du PGCD. On peut donc dire que cette fois-ci, l'équation va admettre des solutions entières d'après le corollaire du théorème de Bezout. Méthode 5 et 6, appliquer le théorème de Gauss. Pour l'exercice 66, on nous dit, première question petit 1, déterminer les couples d'entiers relatifs A et B tels que 29A moins 13B est égal à 0. Pour résoudre une telle équation, il faut appliquer le théorème de Gauss qui dit que si A divise B et C et que si A est premier avec B, alors forcément le A divise le C. Parce que le A ne peut pas diviser le B étant donné qu'il est premier avec B. Et de plus, le A ne se simplifie même pas avec le B parce que leur seul diviseur commun c'est 1. Donc le A est entièrement conservé pour ne diviser que le C. Dans notre équation, on va alors faire passer le moins 13B de l'autre côté de l'égalité. Et une fois qu'on a 29A égale à 13B, ça veut donc dire que le nombre 29A est de la forme 13 fois quelque chose. 29A est donc un multiple de 13 ou de façon équivalente, 13 est un diviseur de 29A. Or, 13 et 29 sont premiers entre eux. Ici, c'est évident qu'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire que c'est évident que leur PGCD vaut 1, c'est-à-dire que c'est évident que leur seul et unique diviseur commun positif est 1, car 29 et 13 sont tous deux des nombres premiers, c'est-à-dire des nombres possédant exactement deux diviseurs qui sont 1 et eux-mêmes. 29 a pour diviseur positif 1 et 29, 13 a pour diviseur positif 1 et 13, le seul diviseur commun qu'ils ont est donc 1, soit leur PGCD. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Gauss. 13 divise 29A, alors que 13 est premier avec 29. Par conséquent, 13 divise alors le A d'après le théorème de Gauss. Si 13 divise A est multiple de 13, donc A est de la forme 13 fois un entier. On n'a plus qu'à revenir dans notre égalité pour remplacer A par 13K. Notre égalité devient alors 29 fois 13K égale à 13B. Et ensuite, on voit 13 de part et d'autre de cette égalité. On peut alors simplifier par 13. Il nous reste alors le 29 et le K côté gauche de l'égalité et le B côté droit. Ce qui nous donne alors que B égale à 29K. On a donc trouvé A et B. A, c'est 13K. B, c'est 29K, où K est un entier relatif. Ensuite, pour la question 2, on nous dit vérifier que le couple 11-24 est solution de l'équation E donnée par 29x moins 13y égale à 7. En déduire les solutions xy, solution de E. Pour montrer que le couple 11-24 est solution de l'équation E, il suffit juste de remplacer x par 11 et y par 24 et d'effectuer le calcul pour obtenir 7. On a donc 29 fois 11 moins 13 fois 24 qui nous donne alors 319 moins 312 qui donne 7. Ce qui prouve que le couple 11-24 est solution de E car on a bien obtenu 7 en remplaçant x et y respectivement par 11 et 24. Une fois qu'on a prouvé que ce couple est solution de notre équation, on utilise alors notre équation ainsi que cette solution particulière et le principe de superposition. Ces deux quantités sont égales à 7, donc par transitivité de la relation d'égalité, ces deux quantités sont alors égales. Il ne nous reste plus qu'à tout passer ensuite d'un côté, factoriser par 29, puis factoriser par moins 13 pour faire apparaître du x moins 11, facteur de 29, et du y moins 24, facteur de moins 13. Ou aussi on peut raisonner beaucoup plus simplement en faisant tout simplement une
simple soustraction. On fait la première ligne moins la deuxième ligne. On a alors 29x moins 29 fois 11. En factorisant par 29, on a alors dans la parenthèse x moins 11. On refait exactement la même chose pour les deux deuxièmes termes. On fait la première ligne moins la deuxième ligne. Ça nous fait donc moins 13y moins 13 fois 24. En prenant le moins 13 en facteur, il nous reste alors dans la parenthèse y moins 24. Et de l'autre côté de l'égalité, on a 7 moins 7 qui donne 0. Et une fois qu'on est là, cela nous fait directement penser à l'équation qu'on avait à la première question. En effet, si on nomme le x moins 11 grand X et le y moins 24 grand Y, notre équation s'écrit alors 29 grand X moins 13 grand Y égale à 0. Où le grand X, c'est notre x moins 11, le Y, c'est notre y moins 24. Notre grand X et notre grand Y jouent alors le rôle de A et de B. Et donc, par conséquent, tout comme A et B ont été trouvés, notre grand X et notre Y vont donc être trouvés en utilisant les mêmes solutions que notre équation de la question 1, car c'est exactement l'équation de la question 1 que nous retrouvons en utilisant grand X et grand Y. On n'a plus qu'à dire que grand X, c'est donc le 13K, puisque grand X a le rôle de A, et on avait vu à la question 1 que le A c'est 13K, et que le grand Y c'est le 29K, car le grand Y a le rôle de B, on a vu que le B c'est le 29K, et on n'oublie pas de préciser que K est un entier relatif. Et ensuite on n'oublie pas de remplacer grand X et grand Y par leurs expressions, parce que nous cherchons dans cette équation petit x et petit y. Donc grand X c'est petit x moins 1, on fait passer le moins 1 de l'autre côté pour obtenir que petit x est 13K plus 11. Et le grand Y c'est petit y moins 24, on fait passer le moins 24 de l'autre côté pour obtenir que y est égal à 29K plus 24, où K est un entier relatif. On a ainsi trouvé les coupes xy solution de l'équation E. Super important, juste au passage, pour la première question. Lorsque nous avons trouvé le K, ou le A égale à 13K, en utilisant le théorème de Gauss, il est super important de ne pas refaire la même chose et d'utiliser une deuxième fois le théorème de Gauss. Parce que si vous vous dites, on aurait aussi pu dire à l'aide de cette égalité que comme le 13b est égal à 29 fois un nombre, alors 29 divise 13b, et comme 29 est premier avec 13, alors 29 divise b, et donc b est de la forme 29 fois un entier. Mais sauf que en refaisant une deuxième fois le théorème de Gauss, l'entier que vous trouvez, vous n'avez pas la garantie que ce soit exactement K. En fait, cet entier, il faudrait l'appeler K'. Et donc, si on a K' et K, on n'a donc pas le même K. Et pour montrer que K égale à K', cela complique énormément les choses. Le plus simple, c'est d'utiliser une seule fois le théorème de Gauss, et une fois que le A est trouvé, vous le remplacez dans votre égalité pour montrer que on peut avoir B égale à 29K, où le K est exactement le même que pour A. Donc ça, c'est super important parce que c'est une erreur très courante. Beaucoup appliquent deux fois le théorème de Gauss et se retrouvent avec K et K'. Donc ils n'ont pas le même K. Et ensuite, ils se retrouvent bloqués pour essayer de montrer pourquoi le K et le K' seraient le même. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir. Il faut appliquer une seule fois le théorème de Gauss pour qu'on ait le même cas pour A et pour B. Pour l'exercice 69, on nous dit, on considère dans un repère les points A et B de coordonnées respectives, c'est 2 et moins 3, moins 4. Première question petit 1, on nous dit, montrer qu'un point M de coordonnées XY appartient à la droite AB si 3 facteurs de x moins 7 est égal à 5 facteurs de y moins 2. On commence par dire que le point M appartient à la droite AB est équivalent à dire que les vecteurs AM et AB sont colinéaires, ce qui est équivalent à dire que le déterminant de ces deux vecteurs est nul. Le déterminant de ces deux vecteurs est donné à l'aide de ces deux barres verticales entre lesquelles on met les coordonnées de ces deux vecteurs. Le vecteur AM a pour coordonnées x-7, y-2 et le vecteur AB a pour coordonnées -10, -6. En effet, pour trouver les coordonnées de AM, on fait l'abscisse x de M moins l'abscisse 7 de A qui nous donne le x-7. Pareil, ensuite on fait y-2 pour l'ordonnée. Et pour les coordonnées de AB, grand classique qu'il faut savoir, on fait la différence des abscisses, -3, -7 qui donne -10, puis la différence des ordonnées. Bien évidemment, on commence toujours par les coordonnées du point qui se trouve
à la fin du vecteur, c'est-à-dire à l'extrémité du vecteur. Donc, on commence par les coordonnées de B. On fait YB moins 4, moins YA 2, donc moins 4, moins 2, qui nous fait moins 6. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à faire le produit en croix, en commençant par la première diagonale, moins la deuxième diagonale. On a donc le x moins 7 fois moins 6, qui nous donne moins 6 facteur de x moins 7. Ensuite, moins le moins 10 fois y moins 2, qui nous donne alors moins 10 facteur de y moins 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à simplifier tout cela. On fait passer cette quantité de l'autre côté. Le moins 10 facteur de y moins 2 passe de l'autre côté. Donc, ce moins s'en va pour donner un plus. On a donc plus moins 10 qui vaut juste moins 10. Une fois qu'on a moins 10, cette parenthèse de l'autre côté, on n'a plus qu'à diviser des deux côtés par moins 2. Moins 6 divisé par moins 2 donne 3 et moins 10 divisé par moins 2 donne 5. Ce qui nous donne alors le résultat recherché. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question petit 2, on nous dit en déduire l'ensemble des points à coordonnées entières appartenant à la droite AB. Donc c'est-à-dire les points M ayant des coordonnées XY qui sont des entiers. Donc on sait que les coordonnées XY de M vérifient cette équation. Donc pour trouver ces points à coordonnées entières, il nous faut alors résoudre cette équation. Bien évidemment, en la résolvant uniquement pour X et Y entiers. On va alors commencer par résoudre cette équation. Et quand on voit cette égalité, on comprend qu'il faut encore utiliser le théorème de Gauss qui nous dit que si A divise B fois C et que A est premier avec B, c'est que A divise C. Ici, dans cette égalité, on a 3 facteurs de x moins 7 qui est égal à 5 fois une quantité. Ce qui veut donc dire que le 3 facteurs de x moins 7 est un multiple de 5 ou encore que 5 divise 3 facteurs de x moins 7. Donc, comme 5 divise 3 facteurs de x moins 7 et que 5 est premier avec 3, car leur PGCD vaut 1, le théorème de Gauss nous permet de dire que le 5 divise le x-7. Et si le 5 divise le x-7, c'est que x-7 est donc un multiple de 5. Il est donc de la forme 5k où k est un entier relatif. Il ne reste plus qu'à faire passer le moins 7 de l'autre côté pour voir que x est égal à 5k plus 7. Et ensuite, on a dit, ne surtout pas oublier qu'il ne faut pas refaire une deuxième fois le théorème de Gauss pour trouver y. Sinon, vous trouverez un k différent de celui de x que vous devrez appeler k'. Il faudra montrer que k et k' sont égaux. Donc, ne pas faire un deuxième théorème de Gauss, mais plutôt prendre cette quantité et la remplacer dans notre équation pour trouver le y. Une fois qu'on a x, on le remplace et on trouve y. Donc, soit vous vous embêtez à dire « je remplace x par 5k plus 7, avec le moins 7, il restera 5k, ou soit vous remarquez directement qu'on a x moins 7 égale à 5k, x moins 7, on le remplace directement par 5k, ce qui nous donne alors 3 fois 5k est égal à 5 facteurs de y moins 2. Et ensuite, on simplifie par 5, il nous reste alors 3k égale à y moins 2. Et bien évidemment, le k est le même que pour x. Une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à faire passer le moins 2 de l'autre côté pour obtenir que y est donc égal à 3k plus 2. On obtient alors que les points à coordonnées entières, x, y, sont de la forme 5k plus 7 pour l'abscisse et 3k plus 2 pour l'ordonnée où k est un entier relatif. Bien évidemment, nous parlons des points à coordonnées entières qui appartiennent à la droite AB. Enfin, le dernier exercice de cette série d'exercices, l'exercice 70, on nous dit un joueur a totalisé 200 points en lançant sur une cible 25 fléchettes. La cible possède 3 zones qui rapportent respectivement 0, 5 et 12 points. Première question petit 1, montrez que le nombre de fléchettes qui ont atteint la zone à 12 points est divisible par 5. On peut commencer par faire un petit tableau qui résume notre situation. Donc on nous a dit qu'on a des zones à 12 points, zones à 5 points et zones à 0 points. On va donc nommer X le nombre de fléchettes qui ont touché la zone à 12 points, Y le nombre de fléchettes qui a touché la zone à 5 points, et Z le nombre de fléchettes qui ont touché la zone à 0 points. Et on nous a dit qu'on a lancé au total 25 fléchettes, donc on a un total de X plus Y plus Z égale à 25. Donc, pour obtenir les 200 points, il faut à chaque fois comptabiliser le total de points pour chacune des zones. Donc on a 12 fois X pour le nombre de points rapportés par la zone à 12 points, plus 5 fois Y pour le total de points rapportés par la zone à 5 points, et 0 fois Z pour le total de points rapportés par la zone à 0 points. Et en sommant, c'est-à-dire en faisant la somme de ces totaux,
On sait que cette somme donne alors le total de points, soit 200 points. Le 0z peut être oublié. On peut alors passer notre 5y de l'autre côté de l'égalité, ce qui nous donne 200 moins 5y. Puis on factorise par 5. 200 n'est rien d'autre que 5 fois 40. En factorisant par 5, il nous reste alors 40 moins y. Et comme 12x est égal à 5 facteurs de 40 moins y, ça permet alors de dire que 12x est un multiple de 5 car il est de la forme 5 fois un nombre. Et comme 12x est multiple de 5, par conséquent, 5 est alors un diviseur de 12x. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, pour la question 2, on nous dit en déduire la répartition des fléchettes dans les différentes zones. Donc, on comprend par là qu'il nous faut trouver les valeurs de x, de y et de z. On va donc utiliser cette information déjà pour commencer à trouver x, puis on reviendra sur cette équation pour trouver la valeur de y, et ensuite on utilisera le fait que la somme de x plus y plus z égale à 25 pour trouver z. Donc ici on a reconnu qu'on peut appliquer le théorème de Gauss. 5 divise 12x. 5 va alors diviser x parce que 5 et 12 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1. Et donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise alors x. Et si 5 divise x, ça veut donc dire que x est multiple de 5, il est donc de la forme 5k où k est un entier relatif. Une fois le x trouvé, on n'a plus qu'à revenir dans cette égalité pour le remplacer. Le 12x facteur de 5 et le 12x égale à 5 facteur de 40 moins y devient alors 12 fois 5k car le x est remplacé par 5k. On simplifie ensuite les 5. Il nous reste alors côté gauche de l'égalité 12k et côté droit 40 moins y. On fait passer le moins y côté gauche qui devient plus y. On fait passer le 12k de l'autre côté qui devient moins 12k. Y est donc égal à moins 12k plus 40 où le k est bien évidemment le même que pour le x. Donc super important, encore une fois de plus, il ne faut pas refaire une deuxième fois le théorème de Gauss. Si vous refaites une deuxième fois le théorème de Gauss, vous obtiendrez un K' et il faudrait expliquer pourquoi K' est-il égal à K, ce qui n'est pas du tout aussi évident que ce que nous faisons. Ici, le fait de remplacer X nous permet de trouver directement le même K. Une fois qu'on a trouvé X et Y, on se souvient maintenant que X plus Y plus Z est égal à 25. On remplace alors X par 5K, Y par moins 12K plus 40, et ensuite on va isoler le Z. Ici, 5K moins 12K nous fait moins 7K qui passe de l'autre côté pour devenir 7K. Et ici, le plus 40 passe de l'autre côté pour nous faire 25 moins 40 qui nous fait moins 15. On a ainsi trouvé X, Y et Z en fonction de K. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que K est un entier relatif. Parce que déjà, nous cherchons un nombre de fléchettes, on ne peut pas donner n'importe quelle valeur à K. On doit donc choisir quelle valeur peut-on donner à K de telle sorte que X, Y, Z déjà ne dépasse pas le nombre maximal de fléchettes 25. Donc les 3 doivent être inférieurs ou égal à 25. Mais les 3 aussi, en tant que nombre de fléchettes, doivent être positifs. Donc ici le K, on comprend déjà qu'il faudra même qu'il soit entier, naturel, parce qu'on a X égale à 5 fois K. Donc il faut que K soit positif pour que X soit positif. Donc nous allons traiter de ces 3 cas où X, Y et Z doivent tous deux être compris entre 0 et 25 inclus pour voir quelles sont les valeurs possibles que K peut avoir. On commence alors pour X. X doit être compris entre 0 et 25 inclus. On remplace X par son expression 5K. Puis on divise chacun des membres de cette double inégalité par 5. 0 divisé par 5 donne 0. 5K divisé par 5 donne K. Et 25 divisé par 5 donne 5. Cette première ligne nous dit que le K doit être compris entre 0 et 5 inclus. Ensuite, on fait la même chose pour Y. Y doit être compris entre 0 et 25 inclus. On remplace alors Y par son expression moins 12K plus 40. Puis on doit isoler le K. Donc on doit soustraire à chacun des membres de cette double inégalité le 40, 0 moins 40, 25 moins 40 et moins 12K plus 40 moins 40 qui laissera moins 12K. Puis il faudra diviser ça. Il faudra diviser par ce moins 12 qui est un nombre négatif. Et quand on divise dans des inégalités par un nombre négatif, il ne faut surtout pas oublier de changer le sens des inégalités. Donc au final, on a 0 moins 40 divisé par moins 12. Les inégalités changent de sens. Ici, on a dit qu'il nous restait moins 12K, donc divisé par moins 12, ça nous laisse K. Et ici, on a le 25 moins 40 divisé aussi par le moins 12. Ensuite, on effectue les calculs et on simplifie. Moins 40 sur moins 12, ça se simplifie en 10 sur 3. 25 moins 40 moins 15 sur moins 12 qui se simplifie en 5 sur 3. Mais on n'oublie pas que K est un entier.
Par conséquent, il ne peut être compris que entre deux entiers. Et donc ici, le 10 sur 3, on sait que c'est à peu près du 3,33. Donc si K ne dépasse pas 3,33 et quelques, cela veut donc dire que K a pour plus grande valeur 3. De même ici, le 5 sur 3, c'est du 1,66 ou 67. En tout cas, c'est du 1 et quelques. Donc si K dépasse 1 et quelques, ça veut donc dire qu'il prend pour plus petite valeur 2. Donc finalement, on obtient, d'après l'information sur Y, que K doit être compris entre 2 et 3 inclus. Ensuite, on fait la même chose pour Z. Z doit être aussi compris entre 0 et 25. On remplace Z par son expression, 5K moins 15, et on refait la même chose. Pour enlever le moins 15, il faut faire plus 5, plus 15 à chacun des membres de cette double inégalité. 0 plus 15, moins 7K moins 15 plus 15 qui enlève alors le moins 15, et 25 plus 15. Ensuite, on divisera par 7. 7 étant positif, les inégalités ne changeront pas de sens cette fois-ci. On a donc 0 plus 15 sur 7. Au milieu, le 7K sur 7 nous laisse alors K. Et ensuite, on a le 25 plus 15 sur 7. 15 sur 7, on voit que ça dépasse à peine 14. Et 14 divisé par 7, on sait que c'est 2. Donc, ça nous donne du 2 et quelques. Ça veut dire que K dépasse 2 et quelques. Donc, K a pour plus petite valeur 3. Donc, K est supérieur ou égal à 3. Parce que K, il ne faut pas oublier, c'est un entier. Et ensuite, ici, le 25 plus 15, 40 sur 7. 40 est compris entre 35 et 42 qui sont multiples de 7. Donc, ce quotient est compris entre 35 sur 7 qui vaut 5 et 42 sur 7 qui vaut 6. Donc, compris entre 5 et 6. Par conséquent, K n'atteint pas la valeur 6. La plus grande valeur qu'il peut atteindre est alors 5. Étant donné que ce quotient, c'est du 5 et quelques, donc on dépasse 5 sans atteindre 6. Donc, cela veut dire qu'on s'arrête à 5. Donc, d'après cette information, K est donc compris entre 3 inclus et 5 inclus. Ensuite, on n'a plus qu'à cumuler ces trois informations pour voir quelles sont les valeurs possibles pour K. Le fait que K soit un entier qui vérifie ces trois conditions nous permet de dire que K vaut 3. En effet, K est compris entre 2 et 3 inclus, mais K, il est supérieur ou égal à 3. Le seul nombre compris entre 2 et 3 inclus, qui est supérieur ou égal à 3, n'est rien d'autre que 3. Cette information devient inutile parce que être compris entre 2 et 3, c'est être aussi compris entre 0 et 5. Donc finalement, c'est ces deux informations qui nous permettent de voir que K égale à 3. Le plus simple, c'est de dire que, comme K est entier, compris entre 2 et 3 inclus, cette information permet de dire que K vaut 2, bien que K vaut 3. Mais comme K est supérieur ou égal à 3, K ne peut pas valoir 2, donc K vaut 3. Une fois qu'on a la valeur de K, on remplace alors pour calculer X, Y, Z. On rappelle ce qu'on a trouvé pour X, Y et Z. On a trouvé que X c'est 5K, que Y c'est moins 12K plus 40 et que Z c'est 7K moins 15. On remplace K par 3, donc ce qui nous fait que le 5K devient 5 fois 3, le moins 12K plus 40 devient moins 12 fois 3 plus 40 et le 7K moins 15 devient 7 fois 3 moins 15. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 5 fois 3, 15, moins 12 fois 3, moins 36 plus 40, 4, 7 fois 3, 21, moins 15, 6. Ce qui nous permet alors de répondre à la question. On a donc touché 15 fois la zone à 12 points, 4 fois la zone à 5 points et 6 fois la zone à 0 points pour totaliser les 200 points. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre